soit en Amérique, qui croient protégés, se trompent énormément parce que au Cameroun, ils pourraient être protégés soit par le laxisme des autorités, soit par la connivence des mêmes autorités. Mais le fait est que de ce côté de l'océan, ils sont particulièrement exposés parce que les législateurs nationaux en Europe et en Amérique ont pris des dispositions pour poursuivre de tels actes qui soient prononcés. Dès lors qu'ils sont prononcés ou commis par des personnes vivant sur leur territoire, même si les propos menaçants ou les propos haineux sont destinés à des personnes vivant à l'étranger. Donc, ils ne sont pas du tout à l'abri des poursuites et de la répression qui peut s'en suivre. Donc, je commence par dire ça. Je vais continuer à suivre la conversation pour savoir Ok, encore sur quel point je peux intervenir. Merci. ok, merci. En tout cas, vous avez un domaine très précis, une question précise hein, Ouais, pour tout à l'heure. d'accord. Ok, donc je reviens sur Maître Mégam. Maître Mégam. Voilà, on a entendu, hein, nous avons écouté la vidéo, nous avons entendu justement ce qui était dit, quand même d'une certaine gravité et douloureux pour le commun des mortels. Oui, en tant que spécialiste, vous êtes maître avocat. Qu'est-ce qui était engagé finalement? C'est des personnes, est-ce qu'on peut l'identifier? Parce que beaucoup aussi, agissent sur des faux profils, des pseudonymes. Oui, c'est pas évident. Qu'est-ce que, de manière procédurale, qu'est-ce que vous aviez engagé déjà? Et pourquoi et quelle est la compétence? Si vous pouvez démuter votre micro, maître. Oui, pardon. Effectivement, il faut dire que notre organisation a déposé plainte devant auprès des autorités françaises et notamment auprès du parquet de Paris qui est compétent pour des crimes de cette nature. Et je pense que beaucoup seront surpris de la qualification de terrorisme relativement aux infractions qu'ils ont pu commettre sur les réseaux sociaux. Donc, ces infractions relèvent du terrorisme et c'est la raison pour laquelle nous avons aussi décidé d'engager cette démarche de saisine des autorités françaises afin que ces autorités enquêtent, poursuivent et fassent condamner les personnes qui ont décidé de participer ou d'être instigateurs de cette entreprise de haine. Je vais m'expliquer. En fait, on a le code pénal français qui prévoit constituent des actes de terrorisme lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes. Entre autres, je cite, les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne. Dans le cas qui nous concerne, vous avez entendu les personnes qui se sont exprimées. En tout cas, moi j'ai encore des oreilles et j'ai cru comprendre que il y a une personne qui a dit « Sokoudjou mérite la pendaison ». Il y a une autre personne qui a indiqué que les Bamileke vont aller chez eux, qu'ils doivent aller chez eux et c'est le critère du déplacement des populations. Il y a quelqu'un d'autre qui a dit que les envahisseurs de Bamileke devaient partir chez eux, etc., etc. Ces actes, il faut le dire, rentrent dans la qualification pénale de terrorisme. Pourquoi? Parce que le premier critère du terrorisme, c'est l'entreprise individuelle ou collective. Vous avez entendu comme moi des gens qui discutaient dans un cadre collectif. Ça veut dire qu'il y avait une concertation pour pouvoir commettre des actes terroristes, c'est-à-dire des atteintes à la vie, et on l'a vu dans le cadre de Meyo, puisqu'il y a eu 2 personnes qui sont décédées des suites, n'est-ce pas, de ces actes terroristes. Et on a aussi non seulement les atteintes à la vie, mais vous avez aussi, entre autres,
des atteintes à l'intégrité physique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas besoin qu'une personne décède pour qu'on considère l'acte comme terroriste. Et d'ailleurs, je vais aller plus loin, puisque la jurisprudence française considère que dès lors qu'il y a une entreprise terroriste, qu'elle soit individuelle ou collective, dès lors que c'est démontré, vous êtes susceptible d'être considéré comme un terroriste. Ça, c'est le premier point que je voulais évoquer, mon cher Stéphane. La deuxième chose que je voulais évoquer, c'est que j'ai consulté la jurisprudence et c'est absolument incroyable. Je pense que ces gens, ils vont plus dormir. Il y a ce qu'on appelle des infractions connexes au terrorisme. Alors, parmi ces infractions connexes, il y a l'association de malfaiteurs terroristes. Pourquoi? Parce que les textes français disent bien que celui qui a participé à une entente en vue de la préparation des actes terroristes devrait être condamné. Ça veut dire que ceux qui ont fait la réunion tout à l'heure, quand vous avez entendu des voix de personnes qui discutaient, ceux-là, ils vont nécessairement être poursuivis et va se poser la question des moyens. Il est évident que les parquets en France, qui sont des institutions de l'État, disposent des moyens pour identifier les personnes qui se cachent derrière leurs ordinateurs à travers la lutte contre la cybercriminalité. Ça, il faut qu'ils le sachent. La réunion de tout à l'heure a évoqué un certain nombre de choses que vous avez entendues parce qu'il fallait, par exemple, éliminer les envahisseurs. Et je rappelle que la jurisprudence française également est claire là-dessus. Il ne faut pas nécessairement que la préparation de ces actes atteigne leurs résultats pour qu'on puisse qualifier les actes de terroristes. Il suffit que vous participiez à une entreprise qui trouble gravement à l'ordre public et quand bien même il n'y a pas le résultat, c'est-à-dire la mort ou l'atteinte à l'intégrité physique, quand bien même il n'y a pas ces résultats-là, alors votre comportement est qualifié de terroriste. La troisième chose que je voudrais évoquer, c'est le financement du terrorisme. Et c'est là où ça devient intéressant, puisque aujourd'hui, ces personnes-là obtiennent des financements des autorités, qu'elles soient politiques ou des entrepreneurs de la haine. Eh bien, il faut qu'ils sachent que lorsque les enquêtes vont être menées, on va fouiller leur téléphone. Ils peuvent effacer des choses aujourd'hui, mais les techniques permettent de retrouver l'ensemble des informations que l'on a effacées. Et donc, celui qui a par exemple donné 100 000 francs à quelqu'un dans son village ou dans la région parisienne parce que cette personne ne travaillait pas, et bien que la personne sache que s'il y a des enquêtes et qu'elle est identifiée, elle sera nécessairement poursuivie pour terrorisme. Et je voudrais en terminer là. Il y a une autre qualification connexe qu'on appelle l'apologie du terrorisme. Je m'explique. Vous allez sur Internet, sur Facebook, sur Instagram ou sur un autre réseau social pour pouvoir, n'est-ce pas, vomir votre haine. Vous lisez des documents qui ont été postés indiquant que cette plèbe de Béti, on va les éliminer, que cette vermine des Bamileke, on va les éliminer, ou que les Haoussa méritent la mort. Eh bien, si vous reprenez ces expressions, que vous les copiez, que vous colliez et que vous inscriviez ces expressions-là sur les réseaux sociaux, alors vous avez participé à travers cet acte à ce qu'on appelle l'apologie du terrorisme. Et ces infractions, je vais m'arrêter là, sont toutes condamnées par des peines relativement importantes sur lesquelles, si vous permettez, on reviendra tout à l'heure. Merci, Maître, merci. Il y a tellement à dire, j'ai un peu que le temps ne puisse, c'est tellement intéressant. Oui, Maître Moudiki, vous avez la parole. Sur la procédure, oui, la compétence, vous avez saisi le parquet. Est-ce qu'il y a une compétence internationale à poursuivre? Parce que ces personnes sont identifiées quand même sur les réseaux sociaux. Bon, vous savez, les réseaux sociaux n'ont pas de barrière de frontières. C'est des gens qui agissent dans plusieurs pays. Et quelle est la compétence? Est-ce qu'on peut comprendre quelle est la compétence qu'a le parquet de Paris, justement, à poursuivre ces personnes? Oui, on peut simplement ajouter... Oui, vous pouvez ajouter à ce que Maître Miguel disait. Un élément très important que venait de faire Maître Miguel, que en plus
du terrorisme, la plainte porte également sur l'incitation au génocide. L'une des choses qui est très frappante lorsqu'on écoute les vidéos que vous avez passées tout à l'heure, c'est le caractère complètement décomplexé par rapport à ce qu'il y avait historiquement. Historiquement, on masquait les mots. On disait, bon, les étrangers, on va faire... Bon, on masquait les mots. Là, nous sommes en train d'écouter des propos crus. Même lors du génocide des Tutsis au Rwanda, il n'y a pas eu des propos aussi crus que ce que nous avons entendu là, de la part de certains de nos compatriotes. Les Rwandais, pour dire qu'ils allaient massacrer, utilisaient un terme en disant qu'ils allaient cravailler. Donc, ils n'osaient pas utiliser le mot massacrer. Mais nous, on a des compatriotes, on écoute, qui disent carrément qu'il faut un génocide contre ces gens-là. Alors, on ne sait pas si c'est les réseaux sociaux qui permettent d'avoir une expression aussi crue. C'est pour dire que ce soit pour le terrorisme, que ce soit pour l'incitation à commettre le génocide, ces personnes n'ont d'abri sur nulle part dans le monde. Les pays se sont organisés et la France dont nous sommes en train de parler est organisée, a mis en place des pôles spéciaux concernant ces infractions. Ça veut dire que les magistrats, les structures qui sont en place sont des structures spécialisées, sont des structures qui ont les moyens spécifiques, sont des structures qui ne font que ce travail-là. Ce n'est pas le procureur dans une ville à qui voit arriver des affaires de violence domestique et autres. Non. Ce sont des gens qui, du matin au soir, sont affectés au travail de poursuivre les infractions de terrorisme, d'incitation au génocide et autres. Ils sont spécialisés. Et ces infractions bénéficient d'une notion très importante en droit qu'on appelle la compétence universelle. Ça veut dire que même les